bonjour à tous. Donc, je suis Raphaël Richard, le rédacteur en chef du Journal du Grand Paris. On va continuer à évoquer la durabilité de ces Jeux, mais sous l'angle des constructions, notamment des deux villages, des athlètes et des médias. Pour cette table ronde, je vais appeler Eric Groven, qui arrive parmi nous à l'instant. Donc, je vais lui demander de monter directement sur l'estrade. Donc, le président de Sogeprom, Philippe Young, vous pouvez nous rejoindre aussi. Vous êtes le directeur général immobilier de Mathieu Barre. Monsieur Curnier, vous pouvez nous rejoindre également. Vous êtes le directeur Île-de-France de la Banque des Territoires. Jean-Luc Porcedo, vous êtes président du pôle transformation des territoires de Nexité. Et enfin, Jean-Baptiste Borsali, vous êtes maire du Bourget, vice-président de Terre d'Envol. Et je vous invite également à nous rejoindre. Donc merci à tous d'être là. On va aborder, donc je disais, le sujet de la durabilité, mais aussi celui de la pérennisation des outils d'urbanisme exceptionnels qui ont été mis en place pendant les Jeux Olympiques, notamment pour savoir si ces outils ont été utiles et pourraient permettre d'accélérer la construction, notamment des logements, qui est un sujet qui est d'actualité avec la crise que nous traversons en France. Sur ce sujet, on va commencer plus par vous, Jean-Baptiste Borsali. Vous allez nous expliquer un peu comment à la fois à l'échelle du Bourget et puis plus largement de Paris Terre d'Envol, ce que ça a permis du coup, puisque il y a certains projets qui ont vu le jour quand même en 4 ou 5 ans, ce qui est très rapide pour des projets urbains. Le micro ne fonctionne pas. L'air éteint. Ah, c'est bon. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire, notamment sur votre commune, quel a été un peu l'impact de ces procédures exceptionnelles ? Bien. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de votre invitation. Pour repasser un peu le contexte des Jeux Olympiques sur le Bourget, mais plus globalement en Seine-Saint-Denis et sur le territoire Paris Terre d'Envol, dont je suis le vice-président. En juillet 2020, je suis installé dans mes fonctions de maire du Bourget et le gros projet des Jeux Olympiques était déjà lancé. La ville du Bourget devait accueillir le volleyball, notamment. Et grâce à cette épreuve-là, vous avez tout l'héritage qui va autour. Donc il y a le village des médias sur la commune de Duny, vous aviez reçu Quentin Josel avant moi. Il y a toutes les infrastructures sportives, des nouveaux gymnases, des nouveaux terrains synthétiques. Et c'est bien évidemment des infrastructures sportives qu'une ville, comme à l'échelle de la mienne, 15 000 habitants, ne peut pas financer autrement que sur ce qu'on peut appeler un PPI, c'est-à-dire sur 30 ans, avoir donc un plan d'investissement sur 30 ans pour remettre à niveau ou ces infrastructures, ou finalement en créer de nouvelles. Puis j'ai été alerté courant juillet 2020 que les Jeux Olympiques sur le Bourget n'allait plus se faire. Et donc vous avez tout l'héritage qui disparaît autour. Parce que s'il n'y a plus aucune épreuve, il n'y a aucun héritage. Et donc on s'est battu, notamment avec mon collègue de Duny. On a décroché l'épreuve d'escalade. Et donc en août 2024, donc d'ici 15-5 mois, eh bien, il y aura l'épreuve d'escalade sur le Bourget. Et pour revenir sur la question initiale, les Jeux Olympiques sont un formidable accélérateur de projets, de financement, et dans un laps de temps assez réduit. Si vous venez au Bourget actuellement, vous avez une ville qui est en chantier. Il y a des rénovations de voirie. Moi, ma principale artère, la division Leclerc, est financée entièrement par les Jeux Olympiques. Il y a quasiment la totalité de mes infrastructures sportives qui ont été détruites et qui sont reconstruites, sans que la ville mette le moindre sou dans ce projet-là. Donc c'est un accélérateur de projets, de rénovation urbaine, parce qu'on rénove quand même donc des espaces publics. Quand vous refaites une rue au Bourget, une rue de 300 mètres, c'est 700 000 € minimum. Et encore une fois, dans un contexte où les finances publiques pour les collectivités locales sont de plus en plus restreintes. Et donc forcément, c'est qu'une aubaine pour la ville du Bourget, mais finalement pour toutes les villes qui se voient accueillir des épreuves. Vous avez l'exemple sur Saint-Denis avec tous les complexes et notamment la piscine.
Sur le territoire Paris-Ternenvol, hormis l'escalade, il y a donc la boxe sur le parc des expositions de Villepinte. Et forcément, on investit pour rénover un peu ce parc des expositions. Le parc des expositions du Bourget qui accueille donc les journalistes se voit rénové actuellement. Et on se rend compte que finalement, toutes les démarches administratives avec l'État, les plans de financement, parce qu'il y a ce projet qui arrive, dans un laps de temps encore une fois très court, tout se débloque. Moi, j'ai une réunion avec le préfet le vendredi, ce vendredi-là, pour faire un point d'étape, parce que forcément, on veut faire en sorte que les Jeux en Seine-Saint-Denis, sur Paris, eh bien, se passent dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que parfois, c'est un tour de magie où on se rend compte que l'État sait accélérer les procédures pour faire en sorte qu'on avance plus vite et que les Jeux se passent dans de bonnes conditions. Donc forcément, pour des villes en Seine-Saint-Denis, notamment donc la mienne, c'est un formidable vecteur pour rénover, pour trouver des financements, sans qu'il y ait la moindre difficulté. Donc c'est vrai que c'est une aubaine pour nos villes. Merci. Je vais donner la parole à Richard Curnier maintenant. Vous représentez la Banque des Territoires et donc il y a un groupement CDC qui a obtenu un des lots du village des athlètes. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelques mots sur ce lot et les procédures exceptionnelles dont il a bénéficié pour pouvoir sortir aussi vite de terre? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, en fait, effectivement, le groupe Caisse des dépôts, avec toutes ses filiales, hein, c'est ICAD, CDC Habitat, Adoma, CDC Biodiversité, la Banque des Territoires, on est sur cet îlot, 652 logements, 9000 m² de bâtiments tertiaires, 3000 m² de bâtiments d'activité. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment de montrer l'ensemble du savoir-faire du groupe Caisse des dépôts sur cet îlot. Et en fait, nous, on est quasiment le seul, finalement, groupement à rester en phase héritage, puisque nous allons être un investisseur de long terme sur le bâtiment tertiaire. CDC Habitat va acquérir les logements sociaux. Adoma va acquérir aussi la résidence gérée qui va exploiter pendant toute la période. Il y a CDC Biodiversité qui va aussi entretenir une forêt urbaine de 3000 m². Donc en fait, vous voyez, on est quasiment le seul groupement à être encore actif pendant cette phase héritage. Et moi, ce que je retiens un peu de cette période-là, vous l'avez dit, Monsieur le maire, c'est que c'est un accélérateur dans la rénovation, dans la construction, mais aussi c'est un accélérateur dans l'innovation. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a l'innovation juridique, c'est la grande nouveauté, puisque c'est le permis à double état, qui nous permet à la fois d'avoir un premier permis, puis de changer d'usage aussi dans un second temps, mais je pense que Éric Groven, qui est le grand spécialiste, interviendra longuement sur ce sujet. L'innovation aussi technique, et là c'est pareil, on a fait un soin d'avant, hein, je trouve, sur ce sujet, puisqu'on a eu dans notre village une ATEX, une autorisation technique expérimentale, sur par exemple les bacs de douche. Il n'y aura plus de bacs de douche en fait dans les appartements. On a le groupement a inventé un système où ça sera quasiment sur le parquet. Il n'y aura plus de parquet de bacs en douche. Ça a été expérimenté et validé par le CSB. On a eu 5 ATEX aussi sur des sujets liés aux façades. Vous voyez, donc c'est quand même des éléments assez importants. Et puis on a aussi le bâtiment cycle. Il y a 13 bâtiments dans notre village, dont un bâtiment qui s'appelle le bâtiment cycle, qui permet de recycler en fait les lots usagés, les eaux grises, alors qui vont à la fois alimenter cette forêt urbaine, mais aussi l'eau va revenir dans le circuit d'eau pour les toilettes. Donc on va aussi économiser des sujets. Et donc ça demande quand même des autorisations auprès de l'ARS, donc qui valide le process, et c'est assez quand même compliqué à obtenir. Et c'est vrai que cette période-là des JO permet d'accélérer finalement l'instruction des dossiers par les services de l'État, et ça c'est une grande nouveauté. Et puis il y a aussi l'innovation dans la façon de construire. On a beaucoup expérimenté et travaillé sur les sujets de construction hors site, notamment avec GA, qui a travaillé à la fois sur du hors site pour venir et pour, pareil, on est dans la trajectoire bas carbone, dans la trajectoire de résidence. Et donc l'enjeu aussi, c'est bien évidemment de limiter un petit peu toutes les nuisances liées à la construction sur site du village. Voilà un peu les différents sujets que
que je voulais évoquer, donc vraiment un accélérateur aussi dans l'innovation. D'accord. Jean-Luc Borcedo, avec Nexity, vous vous occupez du lot qui est juste à côté, si je ne dis pas de bêtises, dans le village des athlètes. Vous, quelle est votre vision justement de ces procédures qui ont été accélérées et qui ont permis finalement aussi d'un résultat, maintenant qu'on peut voir le résultat, d'un résultat de qualité Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'invite tout le monde à aller voir la livraison du village olympique ou de le découvrir au moment des JO. Moi, j'y suis passé la semaine dernière. Quand on se remémore le début de ce projet-là, il y a 4 ans, 5 ans, quand la France a été désignée, Paris désigné pour accueillir les JO, on a une immense fierté du travail accompli, et je parle là pour tous les partenaires engagés sur cette aventure. Je vous donne un exemple, parce que Nexity, le groupe Nexity est très très impliqué sur la ville de Saint-Ouen. Le lot Saint-Ouen en héritage est exclusivement sur Saint-Ouen pour ce qui nous concerne, et on est un groupement piloté par Nexity avec CDCH, avec EFAGIMO, avec EFH Construction en entreprise générale, et avec 2 investisseurs, Groupama et CDCH, et un partenariat privilégié avec EDF. Sur Saint-Ouen, à quelques centaines de mètres du village olympique, il y a ce qu'on appelle la ZAC des Docks, qui est un énorme projet et un énorme foncier, les anciennes usines de l'Alstom, il y a 20 ans de ça, en 2004, acheté par Nexity, sur une surface à peu près identique que la totalité du village olympique. Et la dernière cerise sur le gâteau, qui est magnifique, sur la ZAC des Docks, c'est la communale, une grande halle gourmande inaugurée il y a quelques semaines. Et en fait, on a démarré ce projet-là avec un ensemble de partenaires en 2004. Sur la même superficie, 250 000 m² à peu près, on a 20 ans et 4 ans. C'est-à-dire, pour vous montrer à quel point la mobilisation de tous les partenaires, on va dire, engagés dans cette aventure de l'excellence française, parce que c'est comme ça que je crois qu'il faut la qualifier, l'excellence pour nos entreprises, l'excellence environnementale, l'excellence sur l'accessibilité universelle, l'excellence sur la recherche de nouveaux modes constructifs, l'excellence de la qualité de l'habitat, parce que notre projet, notre lot s'appelle Saint-Ouen en héritage, et je dis de manière un peu provocante parfois, les JO, c'est qu'une petite étape de ce magnifique projet de restructuration urbaine sur de la friche industrielle. On parle beaucoup en ce moment de la reconstruction de la ville sur la ville. Saint-Ouen, Saint-Denis, l'île Saint-Denis, ce sont vraiment ces exemples-là de reconstruction de la ville sur un patrimoine historique, industriel. C'est la 2e première couronne de l'Île-de-France, où on est capable de faire très vite des choses absolument, je crois, exceptionnelles, de la qualité de l'habitat, de la qualité de l'espace public et des innovations. On a eu aussi un certain nombre d'attextes, par exemple, je pense au béton de champ, qu'on n'a pas pu mener jusqu'au bout parce que les questions de portance posaient quelques difficultés, mais qu'après on a réutilisé, nous, chez Nexity, pour faire des locaux d'activité en rez-de-chaussée R+1, des choses qu'on ne faisait pas antérieurement. Donc on a tiré de ces enseignements des choses qu'on introduit dans le quotidien d'une entreprise comme Nexity. Je parlerai de l'accessibilité universelle. Le village des athlètes est très au-delà des réglementations sur l'accessibilité universelle. Ce sont des sujets qu'on appréhende de plus en plus chez les constructeurs, chez les promoteurs, tout simplement parce que le vieillissement de la population, ça nous permet, on va dire, d'expérimenter et de projeter l'évolution de nos métiers, l'évolution de nos entreprises, l'évolution des modes de vie. Je ne parlerai pas de la qualité de l'espace public. Tout ça, on a pu le faire, vous le disiez, parce qu'il y avait, je crois que c'est extrêmement important, le rapport au temps, je disais 20 ans, 4 ans, parce qu'il y avait une mobilisation pleine et entière de tous les partenaires sur ce projet-là, bien sûr de la puissance publique. D'abord du législatif, parce qu'il y a effectivement la loi du 26 mars 2018, si ma mémoire est bonne, qui permet d'accélérer un certain nombre de procédures. Je le disais sur le permis à double état, mais aussi sur les procédures, on va dire, de mobilisation des instances de recours, le tribunal administratif, la chambre d'appel de Paris, bref, d'accélérer tout en respectant les capacités, on va dire, de débat dans les procédures juridiques, on va dire ça comme ça. La capacité à avoir des marchés publics sur informatique, sur du digital, la capacité à produire, on va dire, tout en respectant les réglementations sur tout ce qui concerne le dépôt et l'instruction des permis. On a quand même eu, et je crois que c'est vraiment exceptionnel, des instructions de permis en 3-4 mois.
tout en étant totalement réglementaire, tout en laissant la place au recours et aux contestations. Il y a eu dans la loi de 2018 des procédures accélérées pour les procédures d'expulsion. Alors, heureusement, ça n'a été appliqué nulle part. Tout s'est fait, on va dire, dans la concertation et dans le respect de ces enjeux et de ces objectifs. Mais voilà, ça a permis aussi, je crois, ce permis à double État de faire un grand bond en avant sur les sujets de réversibilité. On livre en ce moment, je crois que c'est, enfin je pas crois, je suis sûr, c'est à la fin de la semaine qu'on doit livrer à Paris 2024, des projets en réversibilité, c'est-à-dire conçus pour être en direction des athlètes et après les Jeux paralympiques conçus pour, on va dire, devenir des logements pour des hommes et des femmes, des logements entre guillemets normaux. Le permis à double État, c'est cette évolution qui était obligatoire par rapport à JO et héritage, mais qui, je crois, prend tout son sens aujourd'hui quand on pense réversibilité, quand on pense bilan carbone des bâtiments, de la vie d'un bâtiment, de la vie de logement, de la vie de bureaux. Aujourd'hui, on a beaucoup de questions, de débats sur comment transformer des bureaux en logements. Cette avancée-là, le permis à double État, cette capacité à réfléchir dès le départ, à instruire, on va dire, plusieurs vies du même bâtiment, ce sont des sujets qu'on va, je crois, voir de plus en plus dans la fabrique de la ville. Et ce sont, on va dire, des pratiques qu'on a appris en temps réel, en temps réduit, mais qui vont servir et qui sont aujourd'hui nécessaires quand on projette la fabrique de la ville. Je termine juste en disant que tous les partenaires dans ce projet-là de l'accueil du village olympique, je disais, c'est pour en grande partie la transformation d'un territoire, en l'espèce beaucoup la Seine-Saint-Denis, un département qui avait du retard sur, on parlait tout à l'heure d'équipement, mais qui avait un retard en qualité d'habitat, en qualité de vie, en service public, en transport, c'est aussi ça, mais qu'on a aussi tous les uns et les autres produit ce formidable résultat et cette vitrine de l'excellence française en traversant la crise du Covid, en traversant la guerre en Ukraine, donc avec des coûts de construction extrêmement inflationnistes ou qui ont fortement augmenté, en mobilisant des filières qui n'existaient pas. Je pense à la filière bois, vous en parliez tout à l'heure. La filière bois en France n'existait pas, ou du moins n'était pas structurée, en projetant des modes constructifs nouveaux, en particulier les poteaux-poutres. Et on a beaucoup travaillé sur ce mode constructif qui est lié, on va dire, à la réversibilité. Bref, qu'on a réussi à faire ça. Mais comme, je crois, alors je vais vous faire une confidence, je suis grenoblois, et je crois comme on l'a fait à chaque fois quand la France a accueilli des Jeux Olympiques. Alors avec aujourd'hui des exigences nouvelles environnementales, mais la ville où j'ai grandi, entre guillemets, avant 68, alors les moins de 50 ans ne peuvent pas s'en souvenir, mais avant 68 était sans mairie, sans nouveaux quartiers, sans maison de la culture. Bref, ça a été à ce moment-là un formidable accélérateur. On peut penser qu'Albertville, ça a été un formidable accélérateur d'infrastructures de transport. Paris 2024, c'est un formidable accélérateur, de mon point de vue, d'abord pour le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui a beaucoup de retard sur un certain nombre de choses, et pour les habitants de ce territoire. Merci. Vous évoquiez le sujet de l'accélération des recours. Il y a eu un petit nuage sur le chantier du village des médias à un moment, puisqu'il y a eu un recours, une petite suspension du chantier. On va donc aller sur ce sujet du village des médias. Le secteur Air des Vents a été confié au duo de Mathieu Barre, Sogeprom. Philippe Young, est-ce que vous voulez évoquer justement ce sujet du recours qui a finalement été traité assez rapidement? Et puis je crois qu'aussi, pour vous, un des facteurs qui a été accélérateur, ça a été la pression mise par l'État et les collectivités sur le chantier. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons eu sur le chantier du village des médias un recours qui portait sur l'autorisation environnementale. Ce recours, comme la loi olympique le prévoyait, a été directement traité par la Cour d'appel administrative de Paris. Et donc, il a été traité rapidement. Bon, et puis, je pense aussi que la Cour s'est mise un peu une pression lié à l'enjeu olympique. Alors, néanmoins, on a quand même perdu au démarrage du projet à peu près 3 mois. Ce qu'on a rattrapé ensuite, puisque aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on peut avoir à peu près la même satisfaction de la qualité du projet du village des médias
que sur le village des athlètes. C'est quelque chose d'assez bluffant, je trouve, de voir la qualité de ce projet, qui en plus se trouve, lui, dans un environnement, Quentin Gézel le disait tout à l'heure, au milieu de plusieurs centaines d'hectares d'espaces verts. C'est vraiment très étonnant de se trouver en plein milieu de la Seine-Saint-Denis avec un environnement de cette qualité. Et je pense que c'est un projet qui est appelé à avoir une phase héritage particulièrement heureuse. Alors, sur l'implication, effectivement, des collectivités locales, de l'État, etc., c'est sûr que le contexte Jeux Olympiques est un élément extrêmement favorable. Tout le monde était évidemment motivé par cet impératif de délai. Alors, on se pose parfois la question, je vois qu'aujourd'hui, il y a les 22, je crois, territoires d'avenir qui ont été choisis par le gouvernement. Et on se dit, est-ce que la loi olympique ou quelque chose d'équivalent pourrait s'appliquer sur ces 22 territoires ? Alors, je pense que dans le principe, ça peut être un élément évidemment très favorable. Après, est-ce que sur 22 territoires, avec une multitude de collectivités impliquées, est-ce qu'il pourra y avoir le même... est-ce que la même pression pourra être mise que sur le sujet Jeux Olympiques, qui avait, lui, une deadline absolument invariable. Donc, on peut probablement imaginer s'en inspirer. Je pense qu'effectivement, si on peut notamment simplifier les procédures de recours, réduire un certain nombre de délais d'instruction, pouvoir éventuellement instruire concomitamment différentes procédures qui, en temps normal, se font de manière séquentielle. Il y a sûrement des conséquences à en tirer et peut-être à s'en servir comme modèle. Mais moi, mon interrogation, c'est est-ce qu'il y aura le même consensus des collectivités concernées pour pousser, pour gagner du temps et pour se fixer des enjeux de délai dans lesquels il n'y aura pas cette barrière, si vous voulez, de la cérémonie d'ouverture. Éric Greven, vous avez été présenté comme le spécialiste du permis à double état. Est-ce que c'est un outil, alors peut-être pas qui a permis d'accélérer les choses, mais en tout qui accélérera peut-être la suite des choses, en fait, enfin la suite de la réalisation du projet. Est-ce que c'est aussi un outil de durabilité, finalement, de prévoir le futur des bâtiments ? Alors, comme mon collègue de Nexity vous a invité à visiter le village des athlètes, Philippe Young et moi-même, au titre du consortium de Mathieu Barre Immobilier Sogeprom, nous vous invitons à visiter le village des médias en phase héritage, qui sera une magnifique cité-jardin. Franchement, on peut être fier de ce qui sera fait sur la commune de Duny, dans un environnement général de cette commune qui n'est pas aussi verdoyant partout, si on peut dire les choses de cette façon-là. Alors, comme j'interviens à la fin, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais en profiter pour semer un peu de contradiction. Pas du tout, bien sûr, avec mon copromoteur et ami Philippe, parce que ça donnerait une drôle d'impression. Et puis, j'imagine que vous parlez avec Quentin Gézel, je ne veux pas donner une mauvaise impression à nos élus. Bon, d'abord, qu'est-ce qui est reproductible et qu'est-ce qui ne l'est pas ? L'un des facteurs essentiels, il y a 3 facteurs pour moi qui ont fait qu'on a livré dans les temps impartis. Le premier facteur qu'on ne pourra jamais reproduire, c'est évidemment la contrainte du temps.
Moi, je suis relativement récent dans le métier de la promotion immobilière, mais je crois que de tous les chantiers que j'ai supervisés chez Sogeprom, c'est le seul qui aura été livré à temps, puisque finalement, pour tous les autres, il y a toujours, enfin, pas chez de Mathieu Barre Immobilier, dont on connaît la rectitude, c'est des Alsaciens, donc bon, bref. Mais enfin, c'est pas une remarque, c'est un compliment, hein, il faut le comprendre comme ça. Donc, en fait, ça, c'est pas reproductible, mais ça nous a quand même drôlement poussé aux fesses, parce qu'il n'était pas question qu'on dise bah, écoutez, les gars, on n'est pas capable de livrer pour l'ouverture des JO, d'autant que nous faisons le village des médias et ça aurait eu un certain retentissement, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas si on a prévu d'accueillir Jacques Paquier à ce moment-là, mais enfin, vous imaginez le drame si on n'avait pas pu lui donner sa chambre. Bon, ça, c'est la première chose, et effectivement, c'est un élément de contexte, mais pour parler plus sérieusement, on me donne toujours plein de raisons pour lesquelles les chantiers sont en retard, mais là, on en a donné plein d'autres pour lesquelles le chantier était à l'heure. Et nous avons livré, nous avons eu les certificats de conformité des pompiers, je crois, enfin bon, bref, de la commission de sécurité. Donc finalement, nos immeubles, on en a 5 ou 4, sont réputés livrés. Alors, il y a toujours les réserves à lever. Bon. Donc ça, c'est pas reproductible. Après, il y a la question du permis double état, bien sûr, mais avant de passer sur ce point-là, je voudrais juste quand même rappeler le contexte de la loi des JO définissant des ouvrages dans des opérations d'intérêt national. Parce que finalement, ce qui est le plus intéressant dans la question des Jeux Olympiques, c'est la réplicabilité de mesures d'exception. Ce qui veut dire que finalement, quand on décide de simplifier et d'accélérer et qu'on s'en donne les moyens, on y arrive. Et on se dit, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas d'une manière générale? Et puisque le Premier ministre semble vouloir prendre de bonnes dispositions sur la simplification de l'État et l'accélération de tout un tas de choses, voilà un très bon domaine. Puisque là, finalement, ça a été tout à fait dit, je ne vais pas être long, on supprime un premier degré de juridiction qui est le tribunal administratif. On va directement dans la cour administrative d'appel. Ce que n'a pas dit Philippe, c'est que, parce que c'est un souvenir qui a été quand même assez chaud, c'est que la cour administrative d'appel est susceptible elle-même d'un pourvoi en Conseil d'État, ce qui veut dire que la procédure ne se serait pas nécessairement arrêtée à la cour administrative d'appel. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que les droits des plaignants potentiels étaient respectés. C'est-à-dire que le chantier s'est arrêté. À la piscine d'Aubervilliers, il s'est arrêté aussi le temps que les recours soient traités. Ça veut dire que l'accélération des procédures ne fait pas obstacle au respect des droits des parties prenantes. Ça, c'est un premier point. Donc, comme ça a été souligné, on a réussi à obtenir des permis purgés en 3-4 mois, ce qui, de mémoire de promoteur, devait arriver assez rarement, en tout cas dans la période que je vis, il est bien rare qu'on arrive à obtenir ça. Bon. Alors après, je suis plus nuancé, pardon d'apporter un peu de contradiction, sur le permis double état. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le permis double état, il a l'avantage de sécuriser à la fois le promoteur qui sait qu'il n'aura pas besoin de redéposer un permis, et donc ça lui permet de trouver les investisseurs de toute nature qui vont lui acheter les lots une fois que le programme sera passé en phase héritage, mais il a d'une certaine façon les mains liées. Et quand j'entends parler de réversibilité des bâtiments, quand moi je fais 20 000 mètres carrés de bureaux à Saint-Ouen, ce que j'ai fait récemment, je ne sais pas vous dire quand, ni comment, ni pourquoi, peut-être dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, je les transformerai en bureaux, donc en logement. Ça veut dire donc que le permis double état, il est pratique quand vous savez déjà à quoi vous allez affecter, en quelque sorte, vos biens immobiliers. Et ça sécurise aussi un point extrêmement important qui a beaucoup joué dans notre projet, c'est l'aspect fiscal, puisque le permis double état nous a permis de faire bénéficier aux acquéreurs de logements neufs, enfin de logements pourtant transformés, le statut de logement neuf ouvert au Pinel et à la TVA réduite. Si je ne dis pas de bêtises, ça a été une grande bagarre avec Bercy, mais quand on ne se bagarre pas avec Bercy, c'est qu'on n'a pas livré le combat. Donc, en quelque sorte, vous voyez, on a sécurisé les investisseurs, donc le promoteur, et on a sécurisé l'aspect fiscal. Moi, je pense qu'il y a une autre possibilité probablement qui est en train d'être expérimentée.
Je crois que c'est à l'époque où Julien de Normandie était ministre du Logement qu'il avait lancé le permis d'innover. Et vous avez peut-être vu apparaître à Bordeaux, c'est comme quoi on n'est pas au moindre des paradoxes, un permis sans affectation qui permet d'une certaine façon, dans le cadre du permis d'innover, d'envisager une affectation future sans nécessairement se lier les mains comme dans le permis double État. Il n'y a pour l'instant qu'un seul permis, à ma connaissance, mais peut-être que mes collègues me démentiront, un seul permis sans affectation qui a été proposé dans le cadre de cette procédure du permis d'innover. Et donc, à mon avis, le permis double État, c'est une des réponses à la pérennisation de l'accélération de la construction dans le cadre de projets sécurisés. Mais il faut aussi regarder, tout de même, pour se donner de la manœuvrabilité, ce permis sans affectation dans le cadre du permis d'innover. Merci. Jean-Baptiste Borsali, vous avez connu du coup un mandat un peu exceptionnel avec beaucoup de livraisons. Le suivant sera peut-être plus difficile du coup, mais est-ce que du coup vous souhaitez, vous, qu'on puisse reproduire, enfin qu'il y ait un peu des moyens pour retrouver ces logiques d'accélération pour une ville comme la vôtre qui a sans doute encore des besoins encore en construction? Comme vous avez dit, je sors d'un mandat exceptionnel parce que j'ai eu une élection municipale partielle il y a à peine un mois. Et forcément, est-ce que je souhaiterais en tant que maire, est-ce qu'on connaisse d'autres périodes où on accélère les sujets? Je vais donner un autre exemple qui touche la ville du Bourget. Normalement, en 2026, si tout se passe bien, si nous ne prenons pas de retard, nous accueillons les lignes 16 et 17 du métro du Grand Paris. Eh bien, je ne peux pas vous dire que l'engouement a été le même pour accélérer ce projet-là. Les lignes 16 et 17, et notamment en fait, la ligne 17 qui devait desservir l'aéroport du Bourget, devait ouvrir en 2024. Et c'était inscrit dans le projet que la ville de Paris avait présenté à l'époque, en indiquant que le village des médias serait très bien desservi par cette nouvelle ligne de métro. On a pris 2 ans de retard, peut-être 3, on ne sait pas encore, mais forcément, ce n'est pas le même degré finalement de priorité. Ensuite, il va falloir qu'on cadre, et pour savoir sur quel sujet, on aimerait bien qu'il y ait encore cet accélérateur, mais sur des projets communs. Développer une ville comme la mienne, c'est-à-dire construire plus de logements, il faut déjà qu'on arrive donc à savoir quelle est la part de logement social ou pas. Je crois savoir que sur le village des médias, il n'y a pas de logement social. Un peu, un mais petit peu. Peu. Bon. Et la ville n'est pas carencée en logement. Non, à plus de 80%. Loin de là, puisqu'elle voilà. elle est à plus de 70%. Voilà. J'ai un sujet qui concerne en fait ma ville, qui est une ZAC que l'on va développer, où j'ai promis à l'État que je vais construire du logement social, et forcément, l'État s'y intéresse, en disant que, comme vous l'avez indiqué, il y a une crise du logement en France, et je dirais surtout une crise du logement social. Parce que j'ai 3-4 logements qui se libèrent par an et j'ai plus de 1200 demandes. Donc vous voyez, sur des sujets comme ça, oui, l'État nous accompagne, il nous aide à accélérer les choses. Sur d'autres sujets, comme les restructurations, l'ANRU, les quartiers dits prioritaires, l'État prend un peu plus de temps, voire même parfois rogne. Donc il faut, à mon sens, bien choisir quels sont donc les sujets où la ville aimerait avoir un accélérateur, mais forcément en termes de logement, bien évidemment, tout en ayant en tête que plus vous construisez des logements, plus il vous faut penser à tous les équipements autour, donc les nouvelles écoles, les stades, les infrastructures sportives. Et là, forcément, par contre, il n'y a pas d'aide de l'État. Donc c'est vraiment un numéro d'équilibriste pour essayer de trouver donc le bon tempo et surtout choisir le bon projet où on aimerait que l'État puisse nous aider. Mais si vous voulez ma conviction personnelle, hormis les Jeux Olympiques, je ne vois pas quel autre projet pourrait bénéficier de la mobilisation de tous les services de l'État pour faire en sorte que les choses avancent à bon rythme, on va dire. Merci. On va essayer de finir un deuxième tour de table avant la fin de la table ronde. Richard Curnier, justement, sur cette idée de
de pérenniser, enfin en tout cas de réutiliser ces différents outils. Donc là, on évoquait tout à l'heure les territoires engagés pour le logement, qui sont donc un peu l'idée sur des sites particuliers où il y a des besoins, où il y a une tension sur le logement, d'avoir des outils un peu spécifiques. Pour vous, quelles sont un peu les conditions, les règles qui pourraient être imaginées pour réutiliser ce mécanisme qui a bien fonctionné pour les Jeux Olympiques? Oui, effectivement, il y a eu le territoire engagé, ça a été annoncé, je crois, la semaine dernière à Villejuif par Gabriel Attal, et le directeur général de la Caisse des dépôts y était. Alors nous sommes un financeur finalement, hein, et je voudrais juste peut-être rebondir sur des propos de M. Le Maire. C'est nous, la Caisse des dépôts, on met vraiment l'accent sur le logement social, et donc on met en place des dispositifs pour permettre aux bailleurs sociaux d'accélérer la production. Nous sommes un acteur contracyclique, les bailleurs sociaux doivent être également un acteur. Pour rebondir un peu sur le sujet durabilité qui avait été évoqué lors de la première table ronde, ce sujet de réversibilité, c'est un sujet de durabilité, et donc c'est une logique qui pourrait s'appliquer à d'autres quartiers. Comment je peux dire ça? La question du logement aujourd'hui, ou la question de l'accès au logement, quelle que soit la typologie du logement, en essayant d'être le moins polémique possible, est un sujet, une question absolument cruciale pour la société française. On manque considérablement d'offres de logement, on manque considérablement d'offres de logement étudiants. On a entre 12 et 17% d'étudiants qui choisissent de ne pas poursuivre leurs études parce qu'il n'y a pas d'accès au logement. Il y a des endroits en France où, on le disait sur le logement social, il y a, on va dire, des queues infinies de demandeurs de logements sociaux. Et l'ensemble de la chaîne, on va dire, du logement social, accession, maison individuelle, on peut en passer les uns et les autres, aujourd'hui est dans une situation un peu, on va dire, complexe, pour ne pas dire plus. Quel que soit le territoire, en zone dense, en périurbain, dans les villes moyennes, en zone rurale. Et donc on se pose tous la question de savoir comment on se met en situation de produire plus de logements, tout en respectant des exigences environnementales qui sont au cœur on va dire, des attentes de nos concitoyens, et en même temps au cœur de la plupart de nos entreprises, parce qu'on est fortement engagé sur tous ces sujets-là. Donc il y a ces contraintes importantes et en même temps ces besoins fondamentaux sur lesquels il faut, toute forme de partenaire, public, privé, essayer d'apporter des solutions. Ce que l'on peut tirer d'enseignement sur l'expérience, on va dire, partagée des Jeux Olympiques, indépendamment du fait que est-ce qu'on va reproduire à l'identique, je ne le crois pas, parce que effectivement il y avait un calendrier sur les Jeux Olympiques. Si on ne livre pas vendredi les uns et les autres, on a des formes de pénalités, on va dire tout simplement, qui étaient un peu complexes, voire très très chères. Donc en fait on était obligé, puis je crois que c'est aussi l'image de la France et que tout le monde s'était engagé sur ça. Toutes les entreprises et toute la puissance publique étaient engagées sur ça. Après il y a des endroits, vous le citiez, hein, des territoires de réindustrialisation où on sait que on parlait de Dunkerque avec les Gigafactories, on parle de Panly, voilà, de territoires qui sont en projection de potentiel de développement extrêmement important, où les choses ne pourront pas se reproduire à l'identique. On a parlé les uns les autres de la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Pour regarder comme d'autres ce qui se passe à Panly, on voit bien que la puissance publique, les collectivités ne sont pas du tout dans le même contexte que les Jeux Olympiques. Ne serait-ce que les 3 collectivités concernées et le rapport de l'État avec ces collectivités et avec un partenaire un peu important sur le sujet qui s'appelle EDF. Donc on ne retrouvera pas à l'identique. De la même manière pour le permis à double état ou, on va dire, la procédure ZAC, création et réalisation, on ne reproduira pas à l'identique exactement ce qu'on vient de vivre sur les Jeux Olympiques. Simplement, alors moi je suis très attaché à ça, on va essayer de regarder la bouteille pleine plutôt que la bouteille vide. On a été en capacité, à travers certes une loi, à travers une mobilisation exceptionnelle, à travers des évolutions réglementaires, législatives, on a été en capacité de montrer qu'en France on est capable de produire 250 000 m² de SDP au départ, en 4 ans, de transformer, d'amener des équipements, d'amener des écoles, d'amener du logement étudiant, d'amener, pour ce qui nous concerne, des gymnases en haut des bâtiments de bureaux, d'amener de l'espace public très ambitieux je parlais de l'accessibilité universelle, de transformer, pour celles et ceux qui connaissent cette partie-là de la Seine-Saint-Denis, avant cette transformation, le long de la Seine, la voirie, les mobilités douces, les infrastructures de transport, même si elles ont un peu de retard, et on voit bien que c'est parce qu'il y a eu une mobilisation exceptionnelle qu'on a pu apporter ces réponses-là. Donc on ne va pas tout récupérer, tout reprendre et reproduire à l'identique. Simplement, on va regarder un peu la bouteille pleine, de se dire on a été capable de faire et comment on peut tirer des enseignements. Moi, je ne pense pas que le permis à double état va se reproduire systématiquement. Effectivement,
Il y a des nouvelles formes de permis, et c'est effectivement à Bordeaux que le premier a été déposé, qui sont expérimentales, tout simplement parce que je crois que l'on soit élu, que l'on soit l'État, qu'on soit les entreprises, qu'on soit nos concitoyens, qu'on soit étudiants, jeunes, moins jeunes, la question de l'accès au logement, de la production de logements, au pluriel, elle est extrêmement prégnante aujourd'hui. Donc on va tirer ces enseignements, on va les reproduire à d'autres endroits, on va s'en inspirer, mais je suis archi convaincu que, enfin pour ce qui concerne nos entreprises, je parlais du béton de chanvre, je parlais du poteau-poutre, enfin voilà, ce qu'on a appris, parce que c'est aussi comme ça qu'il faut le dire, Nexity et notre groupement, on a appris des choses sur cette aventure-là, ben d'ores et déjà, on s'en sert à d'autres endroits. D'ores et déjà, on réutilise des expériences qu'on a pu conduire. Et d'ores et déjà, on va voir la puissance publique, arrivé il n'y a pas longtemps, le préfet en l'espèce, je ne dirais pas de quel département, lui dire, je ne sais pas, appelez votre collègue en Ile-de-France, voyez comment on a pu faire et peut-être qu'on peut s'en inspirer. Alors j'ai peut-être la naïveté de croire que tous ces enseignements, on va être capable de les tenir, encore une fois, en étant à la livraison d'une transformation d'un territoire, en étant au-delà des ambitions qu'on avait au départ sur les sujets environnementaux. Et c'est quand même une grande fierté, je crois, pour tout le monde. On parle aujourd'hui de durabilité, d'accélération. Philippe Young, vous disiez que pour vous, les aspects environnementaux des constructions n'ont pas été un facteur de ralentissement. Ce n'est pas deux sujets contradictoires, accélérer et avoir un bilan carbone amélioré? Non, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Décarboner, je dirais, c'est deux choses. C'est en avoir la volonté. Et quand on en a la volonté, on arrive à trouver des solutions astucieuses. Alors, certes, le bois est un des moyens de décarboner, mais je pense qu'en même temps, on a progressé sur plein d'autres sujets. Aujourd'hui, on fait des bétons bas carbone, on fait des bétons d'argile, on fait des produits mixtes, et je pense qu'on va arriver de manière acceptable économiquement, parce que je dirais les premières opérations qu'on fait avec des objectifs très bas carbone, inévitablement il y a un surcoût. Et ce surcoût, on avait encore un peu moins les moyens de se l'offrir sur le village des médias, parce qu'on est dans un environnement économique un peu plus contraint, puisque on vend nos logements à peine plus de 4 000 euros. Sur le village des athlètes, ils se vendent à pratiquement 7 000. Bon, alors ils ont un peu de mal à se vendre, mais je sais. Non, mais bon, nous, c'est pas, ça se précipite pas non plus. Mais je dirais, donc on avait cette contrainte, et donc on a été obligé d'être créatif sur un équilibre très bas carbone et coût acceptable. Et notamment, on a fait une expérimentation de dalles bois-béton ou béton-bois, si vous voulez, qui sont des sandwichs, une couche de béton, une couche de bois, une couche de béton, qui font 25 cm d'épaisseur. Donc on sait que les planchers bois, c'est un des handicaps, puisque c'est un complexe qui représente une cinquantaine de centimètres. Donc là, on a un produit qui a presque le même bilan carbone qu'un plancher bois, mais qui fait l'épaisseur d'un plancher béton. Donc on l'a expérimenté sur un de nos bâtiments. Et d'ailleurs, on va le reproduire sur un projet qu'on fait, et le hasard fait qu'on le fait aussi ensemble avec Sogeprom sur le plateau de Saclay, où on va reprendre ce programme. Donc, c'est sûr que c'est un vecteur d'innovation, et que le bas carbone, je pense qu'il faut l'aborder d'une manière qui n'est pas dogmatique, en disant il n'y a pas un produit, c'est du bois, c'est du ceci ou c'est du cela. C'est trouver le bon mix pour être efficace, à la fois en termes d'empreinte carbone et puis en termes de faisabilité économique, technique. Et ce n'est pas un retard si on intègre ça dès la conception d'origine. Eric Groven, revient à vous. Le mot de la fin. Pour vous, justement, ces exigences carbone, elles étaient placées dès le départ dans les cahiers des charges, avec les labels énergétiques qui étaient exigés par la Solideo. C'est aussi, du coup, une des recettes pour faire des bâtiments décarbonés. Oui, parce qu'au fond, on voit le pouvoir d'entraînement de la commande publique avec ses exigences. Quand on a reçu
les cahiers des charges, les labels qui étaient demandés énergétiquement étaient exigeants. Et donc, comme l'a très bien dit Philippe, nous ont amené à avoir des solutions relativement innovantes. Après, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour le dire de façon peut-être encore plus directe que ce qu'a dit Philippe, attention au bilan économique, parce que plus on fait vertueux, plus on fait cher pour l'instant. Et il faut quand même que les projets trouvent leur équilibre économique. Donc moi, je vois quand on regardait les coûts de construction liés, plus on montait haut dans les labels et on se rendait compte qu'à un moment donné, on ne pourrait pas vendre des logements à 4 000 € du mètre carré si on respectait les plus hauts standards. Donc il faut toujours avoir un équilibre entre la qualité environnementale de nos produits auxquels on veille et puis l'équilibre économique, parce que sinon, les logements, on ne les vend pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je suis bien entendu tout à fait admiratif, finalement, des progrès qu'on fait pour construire des bâtiments vertueux. Techniquement, ce n'est pas toujours aussi facile que ça, et on est au début de l'histoire, notamment de la structuration de la filière bois. J'espère que Philippe ne m'en voudra pas de révéler que sur les bâtiments que nous avons produits, le seul qui risquait, qui n'a pas pris de retard, mais qui aurait pu prendre des retards, était celui qui était énergétiquement le plus vertueux, parce que les matériaux de construction, notamment les huisseries, si je ne dis pas de bêtises, n'étaient pas disponibles. Et donc, vous voyez qu'on était coincé par le fait que les bâtiments classiques, qui respectaient de très bonnes normes, étaient livrés à temps, et puis celui qui était le plus énergétiquement vertueux, celui-là, on risquait de ne pas pouvoir le livrer. Donc, il y a le bilan économique. 2, il y a aussi la capacité technique à le faire. Les matériaux biosourcés, enfin, on a fait... d'une certaine façon, pour tous les promoteurs, c'est une manière formidable d'innover. Donc ça, c'est ce que je voudrais dire. Et puis, je voudrais dire un dernier point pour apporter un point de contradiction à monsieur le maire. Je me méfie en disant ça parce que je me demande si Sogeprom n'a pas livré quelque chose au Bourget. Donc, je ne voudrais pas qu'on parte fâché. Hein. En tout cas, moi, personnellement, je ne m'en occupe pas directement, mais je ne voudrais pas que vous en preniez aux équipes qui travaillent avec vous. Non, je plaisante. Non, en fait, je vais vous dire, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le logement social, mais ma conviction profonde, c'est que c'est tout le parcours résidentiel de A à Z pour toutes les catégories de particuliers, disons ça, ce parcours résidentiel, il est bloqué. Il est bloqué dans le logement social par la faible rotation des logements, vous l'avez dit, 4 logements qui se libèrent et puis 1200 attentes. Il se débloque providentiellement sur le logement intermédiaire, puisque finalement, les grands acteurs, dont la Caisse des dépôts, ont racheté, moyennant des décotes parfois importantes, les stocks que les promoteurs n'arrivaient pas à vendre au détail, et donc qui vont être recyclés dans le logement social et dans le logement intermédiaire, tant mieux pour les bénéficiaires. Et puis quand vous regardez le parcours résidentiel de l'accession à la propriété, je ne vous parle même pas de l'investissement locatif, vous voyez que c'est bloqué aussi. Et puis dernier point quand même, parce que je suis très sensible à ça, la difficulté pour un maire de continuer à bâtir, c'est évidemment que la suppression de la taxe d'habitation, même si elle a été pour le moment à peu près compensée, fait que finalement les ressources qui étaient mécaniquement liées à l'arrivée de nouvelles populations ont disparu. Et dans la régulation budgétaire qui sera nécessaire dans les années à venir, orchestrée par Bercy, on n'est pas certain que les maires retrouveront leurs petits. Et donc, de ce fait-là, la crise du logement, elle touche, c'est ce que je voulais dire, la totalité du parcours résidentiel, et puis elle est aussi le produit de décisions qui ont été prises, qui privent d'une certaine façon les élus locaux de monter de nouveaux projets parce qu'ils n'ont simplement pas les moyens de financer les infrastructures publiques qui correspondent aux besoins des usagers des nouveaux quartiers. Merci à tous pour votre participation. On va prendre... Vous pouvez les applaudir. Allons-y.